La prochaine table ronde qui sera animée par Julie Biron, qui est consultante et cofondatrice de Think Tank RSE et de la plateforme Wafi. Voilà Julie, je te confie le micro. Merci beaucoup Jean-Ange. Bonjour à vous tous. J'espère qu'après cette journée, vous avez passé une très bonne journée à écouter toutes ces conférences, toutes ces tables rondes. Ça a fait du bien. À un moment, on s'est dit après Josette qu'on n'allait pas se mettre à chanter, ni à danser. Peut-être après. Alors, on va commencer déjà par vous présenter. Je vais te laisser la parole pour te présenter, Florence. Bonjour à tous, Florence Suquet, je suis coach professionnel certifiée, fondatrice d'Odo Conseil. À Rennes, j'accompagne des dirigeants et des organisations. Et aujourd'hui, je suis là en tant que coach référente de l'association 60 000 rebonds. 60 000 rebonds, c'est une association qui accompagne les dirigeants qui ont liquidé leurs entreprises. Merci beaucoup. Patricia, est-ce que tu peux te... Merci. Donc Patricia Assensi-Ferré. Moi, je suis la fondatrice de l'association Envie de Résilience. C'est une association qui s'est donnée pour mission de combattre le tabou des vulnérabilités dans le monde du travail et donc de promouvoir la résilience comme un vecteur de performance ou comment de l'apprentissage et de l'accompagnement de nos vulnérabilités, on arrive à transformer la performance. Passionnant, on va pouvoir en savoir un peu plus après. Emmanuel, seul garçon sur cette table. Eh oui, je vais être là, bien entouré. En tout cas, bonjour Emmanuel. Moi, je représente Great Place to Work. Donc, j'ai eu le plaisir d'entendre tout à l'heure, dans l'une des dernières conférences, le groupe Hervé qui parlait de Great Place to Work, justement, qui avait été certifié. Donc, du coup, le groupe Great Place to Work est là pour entendre les collaborateurs et voir ce qui va, surtout. C'est ça qui est important. Dans les entreprises, on va parler du positif. Et puis, évidemment, on regarde aussi ce qui va moins bien pour aider à aller mieux. Voilà. Merci beaucoup. On va avoir beaucoup d'informations. Marie, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Marie Ségalin. Moi, je représente les dirigeants d'entreprise puisque je suis présidente de Quarta, une société de géomètres experts. On est 220 collaborateurs sur le Grand Ouest. Donc, un métier très technique, mais aussi une entreprise engagée puisque nous, on souhaite vraiment être utile à la société avec un grand S. Et donc, on va pouvoir parler de ce qu'on a mis en place dans l'entreprise, notamment notre engagement pour la politique RSE. Très bien, justement, garde le micro. Dis-moi, est-ce que tu peux, par rapport à tout ce qu'on a vu, expliquer un peu cette montée en puissance qu'on a sur les problématiques entre équilibre de vie et professionnel ? On en a entendu parler lors des tables rondes, des conférences. Selon toi, comment tu l'expliques un peu ? Alors c'est difficile de l'expliquer. Ce que je peux dire en tant que chef d'entreprise, c'est qu'on a effectivement eu des constats de ce type. En tout cas, on voit bien une certaine peur du CDI. On voit des collaborateurs qui ont des demandes de plus en plus atypiques, par exemple des temps partiels pour se consacrer à la musique, à la pâtisserie. Enfin, c'est des choses qu'on vit vraiment dans l'entreprise. Je pense qu'on parle beaucoup d'équilibre vie pro, vie perso, en ayant derrière un peu dans l'esprit ce côté négatif de la vie professionnelle. Le travail est vu souvent comme une contrainte, ce qui, à mon avis, ne doit pas être la réflexion de départ. Et donc, moi, je suis convaincue qu'on peut trouver un équilibre en ayant un épanouissement dans les deux côtés et pas uniquement se dire le travail, c'est ma contrainte, je le subis, et donc je dois profiter de ma vie personnelle pour arriver à l'épanouissement, à trouver le bonheur, parce qu'en fait, les gens, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'ils cherchent un peu plus le sens à leur vie et à comment être heureux. Voilà, pour moi, c'est uniquement ça. Merci beaucoup. Emmanuel, si, je vais... Est-ce que sur ton parcours, tu as vu qu'il y avait des attentes particulières des salariés qui ont un peu évolué par rapport à ces problématiques ? Tu as raison, Julie. Alors moi, ça va faire quasiment presque 18 ans maintenant que je connais Great Place to Work et que je suis là-dessus. J'ai pris quelques chiffres pour vous donner parce que tous les ans, avec Great Place to Work, on fait une enquête auprès des salariés français. C'est 4000 répondants. Je vous donne les chiffres. En 2024, les grands enseignements de l'enquête montraient que les 3 aspects les plus importants au travail pour les Français étaient en premier la rémunération, en deuxième le sens du travail, enfin le sens au travail, puisque voilà, et en troisième la convivialité. Et en 2025, on voit quand même quelque chose qui se modifie, puisque les 2 premiers items changent. En premier, les gens recherchent de l'autonomie. Et en deuxième, c'est l'équilibre vie privée, vie perso qui arrive. On le revoit en grand retour.
Et on remarque aussi une forte poussée de ce besoin d'équilibre, puisque par exemple, les salariés français, à 53%, ne souhaitent pas de retour en arrière aujourd'hui sur le télétravail. Et pareil, sur la question aujourd'hui qui est quelles sont les 3 plus grandes opportunités pour le futur du travail, on se retrouve avec la flexibilité du travail, la flexibilité du lieu de travail et l'envie de la semaine des 4 jours. Voilà, donc on voit ce changement. Oui, voilà, je voulais vous donner, plutôt que de parler de concepts aujourd'hui, là on a des chiffres qui sont importants. Voilà, je pense que les freins aussi sont organisationnels, mais de plus en plus on les trouve. Quand on voit, on en reparlera tout à l'heure, mais de la semaine des 4 jours, des choses comme ça, de la flexibilité du travail, on a vu que le Covid a permis de changer en très peu de temps. Finalement, l'équilibre, on peut le modifier, il n'y a pas que des freins à ça. Très bien, merci. En effet, les chiffres montrent et parlent d'eux-mêmes. Florence, par rapport à ton expérience à 60 000 rebonds, qu'est-ce que tu peux parler entre l'équilibre de vie perso et quand des personnes vivent des difficultés face à une difficulté liée au monde professionnel? Comment tu les accompagnes? Qu'est-ce qui peut... En fait, ce que nous voyons, ce que nous constatons au sein de l'association 60 000 rebonds, c'est plus le dirigeant, le manager, va s'oublier personnellement, plus le fait de considérer l'échec, de voir l'échec et de rebondir va être compliqué et difficile. Ce qu'il faut voir, pour moi, manager et dirigeant, c'est être à la fois la poule et l'œuf. C'est-à-dire, je dois être dans la production, dans le management, le jour J. Et puis, il y a aussi cette prise de recul qui est nécessaire pour moi. Et en fait, comme on l'a vu avec Patrick Collignon, faire la différence entre l'urgent et l'important, grandir dans sa posture, avoir un pas d'avance, c'est hyper important. Et toutes ces ambiguïtés, elles sont souvent soit oubliées, soit rejetées, soit mises de côté par des dirigeants. Et ce qui fait que lorsqu'il y a échec et rebond, au sein de l'association, on va avoir bossé ces trucs-là. Ce qui va permettre de prendre du recul, d'avoir d'être plus à même de gérer ce qui va se passer. Puis il y a un dernier élément sur lequel je voudrais sur lequel je voudrais mettre un focus, c'est l'isolement. C'est-à-dire, lorsque je rencontre des difficultés professionnelles, souvent j'ai été seule. Et il est hyper important de garder des liens avec l'extérieur, de ne pas être que dans le boulot et donc de pouvoir avoir cet équilibre de manière à ce que le rebond puisse être plus rapide, plus facile. Ça nous permet de rebondir justement avec Patricia, facile. Tu travailles sur la résilience. Est-ce que tu peux nous dire comment une personne peut se ressourcer, ou est-ce que justement l'environnement du travail amène une personne à retrouver son équilibre personnel grâce au travail, ou inversement, justement, l'ambiance du travail affaiblit encore la personne au niveau personnel? Je pense qu'on a un sujet sur la définition de la résilience. Qu'est-ce que c'est que la résilience? En fait, c'est un processus, un chemin. Du coup, Josette parlait beaucoup de chemin tout à l'heure, de cette vulnérabilité, en dépit de cette vulnérabilité, qui peut être un dépôt de bilan, qui peut être un deuil, qui peut être une rupture, un cancer, peu importe la nature de la vulnérabilité. Ça va parler de la capacité à mobiliser des ressources, les miennes, les nôtres, celles de l'organisation. Et c'est comment, effectivement, aujourd'hui, le monde du travail peut être un terreau fertile ou pas de nos processus de résilience. Si on fait un rapide sondage, je pense que 100% des personnes ici ont déjà tapé dans le dur ou se sont déjà retrouvées en situation d'être à côté qui tapait dans le dur. Donc la vulnérabilité, elle est une réalité. Elle est encore une fois personnelle, professionnelle, individuelle, collective, organisationnelle, structurelle. Et pour autant, elle n'existe pas dans le monde du travail. Je suis une carte de visite, je suis beau, je suis fort, je suis formidable, je n'ai jamais mal. Donc, la capacité de résilience, elle va parler en premier lieu de cette acceptation, de cet état de fait, de cette réalité de notre vulnérabilité et de qu'est-ce qu'on peut en faire dans un cadre de travail. L'idée, effectivement, n'est pas de faire un coming out ou de raconter des choses qui sont du registre de l'intime, mais de bien être au clair avec ce qui a un impact dans le cadre du travail et comment ces sujets peuvent être saisis,
identifier, mobiliser, manager de manière aussi, et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est comment, unis dans l'adversité, on arrive à traverser les épreuves, remonter les sommets les plus faramineux. Et on a un vrai sujet par rapport à ça, effectivement, de laisser l'authenticité. Ça a été, voilà, je pense que c'est un mot qui est assez clair ici, c'est comment, en libérant en fait ce tabou des vulnérabilités, on permet ce chemin de résilience et on permet de donner effectivement toute cette liberté, libérer le pouvoir de l'authenticité, mais qui ne pourra pas se décréter. Donc on a besoin aussi d'éduquer les organisations à prendre conscience qu'elles-mêmes, elles ont leur propre vulnérabilité, qui s'appelle turnover, qui s'appelle problème d'engagement, absentéisme et tutti quanti. Et je pense que facilement, je peux faire la passe à mon voisin. Exactement, j'allais dire pour vous quatre, on parle de tous ces effets d'équilibre professionnel, personnel, mais est-ce que dans vos parcours, vous avez des pratiques managériales que vous pourrez partager en fait avec l'Assemblée sur des choses concrètes par rapport à ça? Je parle 4, tout le monde va parler. Oui, c'est ça, bon, comme tu veux. Allez, honneur aux femmes. Nous, chez Quarta, on est convaincus qu'il n'y a pas des solutions qui s'appliquent à tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a un panel de 220 salariés. On va devoir avoir des solutions personnalisées. L'idée, Emmanuel, tu parlais de la semaine de 4 jours, nous, on y a réfléchi. On a essayé de dire, on va fermer l'entreprise, par exemple, tous les vendredis. Mais en fait, ça ne fonctionne pas par rapport à notre service client. Parce qu'il ne faut pas oublier la performance. Donc, on a des semaines de 4 jours, mais en fait, qui sont différentes selon les personnes. Donc, c'est un avantage pour le salarié, mais pas forcément pour l'entreprise. Donc, on n'arrive pas à faire des solutions uniques. Donc on s'est dit, on va plutôt créer une boîte à outils et puis on va former nos managers sur l'écoute, essayer d'accompagner le salarié tout au long de sa vie. Et on s'est rendu compte que en fait, les besoins, ils évoluaient énormément. Un besoin d'un jeune qui arrive dans l'entreprise n'est pas du tout le même qu'une personne à 2 ans de la retraite, sans parler de tous les autres événements de vie. Donc, on a fait avec un travail, alors beaucoup au sein de la direction vis-à-vis de notre façon de vivre ces événements. Je parle notamment de la parentalité, puisqu'on est arrivé en tant que chef d'entreprise, tous avec 2 ou 3 enfants. Et on s'est dit, on va parler de choses qui parlent à tous. Par exemple, on a créé un accord de modulation qui permet une souplesse totale en annualisant le temps de travail à nos salariés. Ce qui permet, lorsqu'on a un rendez-vous médical, un besoin pour aller chercher ses enfants plus tôt ou autre chose, de ne pas avoir ce besoin de demander spécifiquement. Bon, bien sûr, il faut prévenir, mais on peut faire 2 heures de moins une semaine, 2 heures de plus la suivante. Il y a une souplesse vraiment totale et c'est une question de confiance entre le manager et le collaborateur. Après, si on avance dans la vie, la charte parentalité, pour nous, ça a été un gros travail. On s'est rendu compte, on allait la signer officiellement à l'Observatoire de la qualité de vie au travail, et on s'est rendu compte que même en tant que petite PME, on était capable de proposer, peut-être même plus que des grands groupes, des petites solutions concrètes. Par exemple, on a proposé un 90% aux salariés qui leur permettent de partir durant toutes les vacances scolaires avec leurs enfants. Mais par contre, que le salaire soit vraiment lissé sur l'année. On a mis des conditions pour l'allaitement en entreprise. On a interdit les réunions avant 9h ou après 17h. Enfin, c'est plein de toutes petites actions, mais qui bénéficient au plus grand nombre. Et pour finir un peu sur cette échelle de vie dans l'entreprise, je voulais parler quand même du mécénat en entreprise, parce que nous, on a mis en place ce mécénat de compétences qu'on propose systématiquement à tous nos salariés 2 ans avant la date de départ à la retraite. C'est un mi-temps, en fait. Ils sont à moitié de temps chez nous, moitié de temps dans l'association qui a été retenue. Et ça permet vraiment aux collaborateurs de pouvoir aborder plus sereinement cette nouvelle vie. Et pour nous, on voit aussi que ça peut être une souffrance pour certains salariés d'être en fin de carrière parce que les jeunes arrivent, parce que chez nous, dans nos métiers, les compétences techniques sont très importantes et l'arrivée du 3D, de l'IA, etc. pousse des gens qui sont en fin de carrière dans des difficultés et c'est une façon de les accompagner. Donc vraiment, et on n'a pas fini, on va travailler sur une charte senior bientôt. Je pense qu'il y a vraiment plusieurs solutions et le but, c'est d'écouter la personne pour savoir de quoi elle a besoin à quel moment de sa vie. Au moins, c'est des exemples très concrets, très précis qu'on peut appliquer dans les entreprises. Emmanuel, est-ce que de ton côté, oui, je vais enchaîner aussi sur des exemples précis. Merci Marie, parce que ça parle bien. Et quand tu parlais de parentalité, j'en profite parce que moi, je suis jeune papa, du coup, et je me suis rendu compte, moi aussi, ça fait plus de 18 ans que je suis avec les entreprises et j'en parle beaucoup. Mais quand on le vit vraiment, en fait, on se rend compte qu'à chaque moment de sa vie, les choses et l'équilibre, il est différent. Et on a des besoins différents à chaque moment de sa vie et de sa carrière. Alors j'ai pris des exemples de ce que nous, on appelle des best workplaces, donc c'est les meilleures entreprises où il fait bon travailler. Alors évidemment, je vous passe la semaine des 4 jours, j'en ai parlé, mais effectivement, voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui le font.
Et quand même, on constate qu'il n'y a pas de diminution quand même de la croissance, bien au contraire, et on diminue quand même le turnover. Donc voilà, ça c'est important. J'ai relevé quelques pratiques, désolé, je les lis parce que je les ai pas toutes quand même par cœur. La mise en place de jours de congé pour urgence fait partie de bonnes pratiques. La surveillance de la déconnexion pour permettre un bon respect. La mise en place de planning modulable. 20% du temps de travail reste flexible. J'ai pris l'exemple d'une entreprise qui avait fait le mapping des adresses de collaborateurs avant le déménagement d'un nouveau siège, ce qui est pas mal. Évidemment, l'interdiction de programmer les réunions avant 9h, après 17h. Une entreprise qui a aussi mis en place, ils ont un restaurant d'entreprise et ils proposent désormais une offre de plats cuisinés à emporter aussi pour les salariés, pour permettre aussi d'aller comme ça, avoir cet équilibre-là. Et là, je veux parler équité un peu plus. J'ai voulu prendre quelques exemples assez importants. Une entreprise de la biotechnologie a sensibilisé tous ses managers aux problèmes vécus par les aidants. On l'oublie aussi parfois, en grande majorité des femmes, et déployer des moyens pour favoriser donc l'équilibre, donc c'est-à-dire les berceaux en crèche, la conciergerie, participation aux frais de garde, etc. Je prends un autre exemple, une entreprise du secteur bancaire qui permet à ses collaboratrices de retour de congé maternité de revenir progressivement sur plusieurs semaines, tout en étant payées à temps plein. Ça, c'est quelque chose qui est pas mal. Et allez, j'en donne un dernier, après je passe la parole. Est-ce que vous en aurez encore? Et allez, une dernière, une entreprise, désolé, j'ai voulu mettre sur la parentalité, choses comme ça, sur les collaboratrices, donc permet aux collaboratrices de bénéficier de télétravail intégral ou adapté à partir du 3e mois de grossesse, et avec un capital temps de 3 jours rémunérés avant le départ en congé maternité. Voilà, c'est des exemples précis, mais qui... J'espère que vous les avez bien notés. C'est des bons outils. Merci beaucoup, Emmanuel. Patricia, de ton côté, par rapport, est-ce que tu as des Mais du coup, on va managériales prêcher pour notre chapelle. En fait, on a eu la chance, avec Envie de Résilience, d'être soutenu par AG2R La Mondiale il y a quelques années déjà, sur un programme qui s'appelle Tuteur de la résilience professionnelle. En fait, dans le processus de résilience, il y a un tiers de confiance. Alors, on a interrogé Boris Cyrulnik pour lui demander si on pouvait apprendre à être tuteur de résilience. Il nous a dit que non. Et nous, on s'est dit qu'il y avait quand même pas mal de premières lignes dans le monde du travail qui étaient concernées justement par cette posture, en fait, de se retrouver tuteur de résilience. Les RH, les managers, les élus du personnel, les SST, et puis toi, moi, nous, les collègues, en fait. Et que si on pouvait éviter de se transformer en super-héros qui s'épuisent, nos pompiers, on n'a pas besoin qu'ils prennent feu, on a besoin qu'ils soient outillés. Et donc, du coup, on développe notamment dans la grande distribution chez Lidl et on a commencé en collectivité chez France Travail, sur la base du volontariat, faire se former ensemble des personnes qui d'habitude ne se forment pas ensemble. Le volontariat, il est important pour ces deux raisons, repérer les bons clients pour l'épuisement et repérer aussi, faire travailler encore une fois ensemble, en non hiérarchique, des personnes sur le sujet qui est simplement comment on travaille bien ensemble, puisque je pense que 9,8 salariés sur 10 viennent quand même au travail pour bien faire leur boulot. Et donc l'enjeu, c'est de se dire, effectivement, quand il y a un sujet, est-ce qu'on peut le repérer, parce que c'est en dessous les radars, et on peut le repérer suffisamment tôt de manière à pouvoir proposer effectivement des aménagements, des ajustements, des choses qui sont très simples et qui peuvent se faire simplement au-delà de finalement générer de l'absentéisme parce qu'on ne peut pas dire, parce qu'il n'y a pas de solution trouvée, etc. Et effectivement, on sait que l'impact sur le turnover est total. Donc voilà, donc nous on a cette petite solution-là et l'idée c'est basico-basique, écoute active, intelligence émotionnelle et puis beaucoup de co-développement puisque c'est important dans la résilience, le principal ingrédient c'est la qualité du lien. Intelligence collaborative. Merci beaucoup. Florence, de ton côté, est-ce qu'il y a des pratiques managériales que tu pourrais partager auprès de l'assistance? Alors, tout ce que j'ai entendu, finalement, revient pour moi à un grand principe que l'on a dans le coaching, c'est la flexibilité versus la rigidité. Et je vais peut-être lancer un pavé dans la mare en disant chacun de nous accepte d'avoir raison a priori. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, et c'est ce que vous avez explicité en fait, on va avoir 3 grands principes qui ont été théorisés. Il y a des théoriciens des organisations, William Schutz, américain, en a beaucoup parlé, puisque, comme on l'a vu précédemment, avec Josette, avec Patrick, chacun de nous a besoin d'être inclus, faire partie d'un groupe, d'être compétent et d'être aimé, reconnu.
Et donc, ces 3 principes qu'il va donner pour que la confiance se crée, l'autonomie se crée, et du coup, la fidélisation des collaborateurs se crée et que le turnover diminue, c'est quoi? Petit 1, c'est d'avoir un espace dans l'entreprise, c'est-à-dire dans les réunions d'une manière générale, où chacun va pouvoir se dire, va pouvoir être entendu et écouté sans danger, c'est-à-dire sans jugement, sans supposition. J'ai le droit de dire. La deuxième chose, c'est que j'ai le choix. Je suis responsable, on en a parlé beaucoup aujourd'hui. Je suis responsable, donc j'assume mes choix et j'en assume les conséquences. Si jamais je travaille 2 heures de moins cette semaine, ça veut dire que mon travail, les 2 heures, potentiellement, le travail ne sera pas terminé. Donc, j'aurai besoin de le terminer. Et la troisième chose, c'est de se connaître. C'est-à-dire, c'est quoi mes envies, c'est quoi mes motivations, c'est quoi mes inquiétudes, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, en fait. Et lorsqu'on a ces 3 principes-là qui sont individuellement et collectivement acceptés, et qui arrivent dans l'entreprise, ça permet toutes les solutions que vous avez données. Super, vraiment un bon. Alors moi, souvent, quand j'accompagne les entreprises dans la RSE et que je vais sur le côté social, bienveillance, les dirigeants ils me disent « Oui, mais bienveillance et performance, c'est pas prioritaire. Moi, d'abord, je dois. » Est-ce que, de ton côté, dans ton expérience d'entreprise, de chef d'entreprise, de président, est-ce que tu arrives à concilier bienveillance et performance? Alors, je vais plutôt vous faire un retour d'expérience sur ce qu'on a vécu, nous. C'est pas le terme de bienveillance, mais c'est plutôt... on a vécu une phase assez complexe de construction de l'entreprise. On a eu un changement de direction, on a eu la fusion de plusieurs entités. Donc, on est arrivé à un moment, c'était en 2020, même 2017-2020, où chez Quarta, on s'est posé la question de qui on était et de comment on voulait travailler ensemble. Ce qu'on savait, c'est qu'on avait des valeurs extrêmement fortes. Donc ça, c'est des valeurs plus que la bienveillance, mais on voulait constituer vraiment un socle qui nous permettait de définir Quarta et de savoir pourquoi les gens venaient chez nous ou pourquoi ils ne restaient pas chez nous. On voulait partager ce même élan et construire une entreprise plus vertueuse qui allait vraiment nous correspondre à nous en tant que dirigeants, mais aussi dans lequel les salariés qui travaillaient chez nous se sentaient chez eux. Alors du coup, on a travaillé sur la stratégie et je me souviens d'ailleurs, c'était pas très très beau, mais notre pilier principal, c'était cultiver la culture d'entreprise. Et en fait, on a mis en place plein de choses, des réseaux sociaux internes, des façons de travailler. On appelle ça des bulles de projet. On a passé beaucoup de temps à faire des réunions, à écouter les uns les autres. Nous, on est sur 20 agences, donc c'est pas facile. On allait recueillir la parole de chacun. On a fait des formations pour ça. En tout cas, on s'est écouté et on a réussi à construire quelque chose et c'était super. Et puis à la fin, on allait vraiment loin parce qu'on s'est dit à un moment que notre client, on pouvait même choisir si on en voulait, si on n'en voulait pas, qu'il fallait qu'on apprenne à dire non aux clients, que c'était nous d'abord, nos valeurs, nos principes. Et c'était super, jusqu'au jour où on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie répercussion de tout ça sur la productivité. On s'est rendu compte, alors nous on appelle ça les temps non facturables, mais que le temps qui était passé sur autre chose que la productivité, il avait explosé. Et que du coup, en fait, nos clients commençaient à râler au niveau des délais. Qu'en qualité, on avait beau se dire ouais, on peut faire cher parce qu'on est très très qualitatif, on commençait à perdre des compétences et que le client était devenu un irritant. Alors que le client, en fait, c'est quand même la base de notre travail aujourd'hui. Donc on a une grosse remise en question. Et là, alors je dirais pas gros virage, mais en tout cas, on a pris conscience de ces éléments. La performance, elle est indispensable à la pérennité d'entreprise. C'est-à-dire que là, on est très content. On fait des dons à plein d'associations, on fait du mécénat. Mais si derrière, on n'a pas de résultat et l'entreprise s'écroule et qu'on doit licencier des gens, tout ça, ça aura servi à rien. Donc on est reparti sur des bases peut-être un peu plus équilibrées entre ce qu'on veut vivre comme valeur, donner comme principe à l'entreprise, mais aussi une certaine vraiment prise de conscience qu'on a besoin de travailler et qu'en plus on est fier quand on travaille bien. Et on a remis alors 2 choses, le client et le travail au cœur de l'entreprise. Et c'est pas si évident, parce qu'après avoir vécu 5 ans à 10 ans où on s'écoute et on se trouve géniaux, se redire, se remettre en question et parler de rentabilité, c'est un gros mot, la rentabilité.
Et c'est pas facile pour les équipes. C'est pas facile de recommencer à regarder les temps, de regarder les coûts sur un dossier, de faire le bilan après chaque dossier, de se dire là, c'est pas bien ce qu'on a fait. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention parce que nous, on l'a vécu et que parfois, en voulant faire les choses bien, on oublie qu'on est comme des entreprises qui ont pour but de faire du bénéfice, ayons pas peur des termes, avec des actionnaires. Et actionnaires, c'est pas forcément non plus un mot qui est mauvais, des gens qui ont investi dans l'entreprise et qui attendent pas forcément un retour sur investissement, mais au moins en tout cas d'être à l'étal, parce que nous, tous nos actionnaires, ce sont des salariés, donc c'est leur outil de travail, et qu'il faut penser avant tout à la pérennité de l'entreprise, et les deux peuvent très bien aller ensemble. Il faut juste réussir à mesurer, aller ni trop loin dans l'un ou dans l'autre, ni trop loin. Voilà. Et ça, c'est toujours recentré au niveau de la stratégie de l'entreprise, que ce soit vraiment inclus dans la stratégie et la performance. Vraiment une vision à 360 degrés. Il faut vraiment réussir à tout regarder sans aller vers ce qui est le plus simple ou ce qui nous tient le plus à cœur, malgré des très fortes convictions. Emmanuel, justement, par rapport à cette expérience, peut-être que tu as observé des choses sur les... Alors, tu nous expliqueras comment tu labellises, mais sur les entreprises labellisées, est-ce qu'il y a des manières, en fait, des choses que tu as observées sur des points communs que tu as observés dans ces entreprises qui ont servi aussi la performance. Ouais, alors tu as raison et c'est très vrai ce que tu dis, hein, Marie. Il y a un mot des fois qui fait peur, c'est la rentabilité. Et oui, ça fait peur, mais en fait, effectivement, toute entreprise a besoin, effectivement, toute organisation. Mais par contre, il ne faut pas oublier que quand tu parles, Julie, de ce que l'on peut avoir de points communs entre les entreprises labellisées, eh bien finalement, il y a quelque chose à retenir, c'est que la performance économique et la performance sociale, elles vont de pair. Et ça, c'est important. C'est important de le dire parce que et c'est très juste et c'est bien d'entendre ce discours aussi, d'avoir beaucoup tenté. Et peut-être tu t'es dit, tu as dit et tu l'as vraiment dit, on a été trop loin à un moment. Et après, on est revenu. Et donc, il y a un équilibre, une justesse à trouver. Et ça c'est vraiment le point commun. Et on avait Thibaut Perrin, qui est chercheur chez Great Place to Work, et qui a fait justement les calculs entre rentabilité, entre vraiment aussi turnover, parce que n'oublions pas le coût aussi du turnover, le coût caché des choses comme ça. Et effectivement, les best workplaces sont largement, les entreprises, on va dire, où il fait bon travailler, sont largement supérieures au reste. Alors, est-ce qu'il y a une bonne pratique ? Non. C'est toutes les bonnes pratiques qui vont exister. Mais il y a quelque chose qui revient, en fait, et qui est important quand on labellise une entreprise. Il y a un seul mot, c'est le mot confiance. Est-ce qu'on a confiance dans le management ? Est-ce qu'on a confiance dans le travail qu'on fait ? Est-ce qu'on a confiance dans ses collègues ? Et en fait, et dans l'organisation en règle générale. Et la confiance, c'est ça. Tu parlais de mettre en place toutes les choses, de s'écouter et de remettre aussi le sens du travail. On est fier de quelque chose et on a besoin d'être fier de quelque chose. Et tout ça, tout mis bout à bout, fait qu'on va être une best workplace. Donc vraiment, il faut avoir en tête que aucun mot ne peut pas aller ensemble. L'économique et le social vont ensemble et la confiance est au cœur des organisations qui réussissent. Il faut avoir confiance dans toutes les personnes, dans tout le management, dans tout ça. Si on n'a plus confiance, si la confiance est rompue, à un moment, ça ne marche plus. Oui, merci beaucoup. Ça m'amène à me dire que quand même, avec tous les conseils qu'on a, les dirigeants et les managers ont quand même un lourd poids. Florence, comment... C'est facile à dire, mais pas... Voilà, c'est plein de conseils, mais comment on applique et surtout, après, comment on déconnecte un dirigeant, un manager, quand il a tous ces conseils-là, ok, mais comment il arrive, Florence, à déconnecter, à rentrer chez soi et se dire, ok, il y a le travail, il y a tout le bien-être, toute la performance pour l'entreprise, mais comment moi, je me protège, comment je me déconnecte ? Alors, on en a vu un certain nombre d'items dans la présentation d'avant. Il y a le recours à la délégation. Je ne suis pas responsable de tout. Il y a aussi... Alors, ça m'a fait rire parce qu'il parlait de time blocking, je crois. Et il y a 25 ans, peut-être, j'ai rencontré un directeur de recherche, un de mes clients, qui m'a dit, moi, je mets dans mon agenda du MTS, moi tout seul. C'est-à-dire des moments où je me concentre sur le côté important, là. Parce qu'autrement, j'ai du Teams à ne plus savoir, et on parle d'il y a longtemps, des réunions qui s'enchaînent, et finalement, je peux pas suivre, je peux pas me poser. Et
Un autre outil quand même dont j'ai déjà parlé mais qui me semble très important, c'est apprendre à se connaître soi. On parlait de confiance. Confiance en soi, en la vie, en la situation, en le monde, c'est super, mais confiance en nous. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux vraiment ? C'est quoi mes envies ? C'est quoi mes motivations ? C'est quoi mes attentes ? C'est quoi mes zones d'ombre ? Qu'est-ce qui me stresse et comment est-ce que je fais pour dépasser tout ça ? Ça, c'est un vrai sujet que l'on retrouve sans arrêt à 60 000 rebonds, parce que finalement, on est tellement dans la roue du hamster, là, que le jour où la roue, elle nous éjecte, finalement, là, ça y est. On commence à prendre le temps et se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et je pense que tu en rajouteras sur ce sujet. Pour terminer, peut-être, dans le travail d'équipe, je pense qu'il y a une chose extrêmement importante, c'est le feedback positif. Nous avons besoin de signes de reconnaissance, parce qu'autrement, on est mal. Et donc, en tant que dirigeant, en tant que manager, donner des signes de reconnaissance positifs à ses collaborateurs tous les jours un petit peu. Et si vous avez un feedback négatif à faire, vous l'entourez de 2 feedbacks positifs avant de dire quelque chose qui n'est pas sympa. Ça. Et puis, je terminerai aussi sur des rituels d'équipe. C'est-à-dire, le rituel, ça scande la journée, ça scande le temps. C'est prendre un petit moment avec chacun plutôt que de se parler entre 2 portes. Voilà. Ça permet de déconnecter parce que les boucles de je ne sais plus qui, là, elles se ferment. Merci beaucoup. Ça me permet, alors, tous les conseils, mais on a quand même des managers ou des salariés qui arrivent quand même à la limite et même voire au burn-out. Est-ce qu'il y a des recommandations pour éviter justement d'en arriver là, malgré tout ce qu'on a vu de ton côté, Patricia, qu'est-ce que tu... Notre sujet, c'est quel scénario gagnant pour un meilleur équilibre de vie pro et perso. Donc pour moi, il n'y a pas le manager, le dirigeant, le salarié de chaque côté, en fait. La question, c'est comment je vis au travail. Alors on peut parler de QVCT, de RSE, on peut sortir tous les acronymes qu'on veut. Le sujet, c'est comment je vis au travail. Et je reviens avec ma résilience. D'un côté, les vulnérabilités, de l'autre côté, les ressources. On a des travaux en épigénétique, on a des travaux neuroscientifiques qui nous donnent quand même beaucoup d'espoir aussi sur ce sur quoi on peut agir. Donc ça va effectivement avec ce que tu dis sur la connaissance de soi, sur la confiance, mais la confiance, ça se cultive. D'abord, il y a l'estime de soi, la confiance de soi, pour ensuite avoir l'affirmation de soi et faire comme Josette, chanter tout le monde comme ça, en n'ayant plus peur de rien. La question, c'est effectivement quelles sont mes ressources à moi, les miennes, là. De quoi j'ai besoin. Alors on sait, il y a quelques indicateurs, bien dormir si possible, bien manger si possible, avoir une activité physique si possible, avoir une activité sociale si possible. Et tous ces curseurs-là, en fait, la vie, c'est un peu ça, c'est comme une table de mixage et j'ai besoin de pousser le volume sur certaines ressources. J'ai bien aimé aussi cette image qui était partagée sur les 3 batteries entre la tête, le cœur, le corps, et que s'il y en a une qui est à plat, ça c'est pour toi. S'il y en a une qui est à plat, ça va pas. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a un moment de se poser la question à soi. Alors quand on pose la question aux autres, comment ça va, rapidement, finalement, on se barre vite quand quelqu'un va nous raconter un truc. Mais déjà le matin, en fait, comment je vais ? Si vous vous demandez une seconde, là, comme ça, d'intériorité avec soi-même, en fait, pour de vrai... Comment ça va ? Alors là, on a de la chance. A priori, on a tous passé une journée sympa, dans un cadre avec des gens ouverts, etc. Mais cette question de comment ça va, ceux qui vous la posent n'écoutent pas forcément la réponse. Mais si vous-même, vous ne vous la posez pas et que vous n'écoutez pas non plus la réponse, et il y a un moment, il y a cette capacité, et ce n'est pas évident, en fait, cette capacité à dire « ça fait trop ». Et là, une petite pensée pour Christophe et le club des bienveilleurs et des burn-outés et son acolyte, Marc. Quand ça fait trop, c'est trop. Et donc, c'est cette question, effectivement, à un moment de se dire oui au travail, oui l'urgence, oui l'injonction. Alors, je suis une femme, je suis une maman, je suis une épouse, je suis une entrepreneuse, je suis une sœur, je suis présidente du comité des fêtes. Enfin... Donc, le duo gagnant, c'est un moment, effectivement, d'avoir peut-être la main sur sa table de mixage et se rappeler que nous avons chacun une table de mixage et la main sur la table de mixage. Et tant mieux s'il y a des organisations qui se posent des questions et qui font des choses. On est en plein lancement du prix de la résilience, acte 4. Donc les bonnes pratiques, les innovations sociales, les RH qui font des trucs. On a besoin de partager ces récits.
Je pense que ça, c'est aussi hyper important dans le narratif qu'on soit, voilà, le monde du travail est un territoire politique et c'est pas de la fausse politique de dire ça. Aujourd'hui, si je vais bien au travail, je vais bien quand je rentre chez moi et mon gamin, quand il va à l'école, il va mieux aussi et tout le monde va mieux. Donc, je pense que c'est aussi un réveil citoyen aussi à se dire ce comment je vais est une nécessité au sens philosophique, ça ne peut pas ne pas être. Je dois me poser la question parce que la manière dont je travaille a un impact sur l'ensemble des ressources, les miennes, les nôtres, celles de la société, celles du vivant, de l'écologie. Donc, mais en même temps, il n'y a pas de fatalité. Encore une fois, franchement, on peut vraiment être très, très, très positif sans être bisounours. Il y a plein de micro-petites choses sur lesquelles on peut agir. Et avant de manger un éléphant en entier, on le prend cuillère par cuillère et ça passe très bien. Merci, merci. Oui, on peut applaudir. Ça fait du bien. Le témoignage, le récit, complètement, très, très important. À vous quatre, je vais demander si vous aviez une petite baguette magique. Quelle serait l'entreprise de 2030 ? Quels seraient les leviers que vous mettriez pour avoir une entreprise bienveillante, performante ? Quel scénario ? Quelle serait-elle ? C'est vraiment une question très difficile. Il en fallait une. Ouais. Ouais, je dirais qu'il y a, du coup, il y a trois axes sur lesquels il faudrait pouvoir avoir avancé par rapport à aujourd'hui. Le premier, c'est quand même celle de la souplesse et de l'adaptabilité. Parce que moi, je reste convaincue que chaque personne a un besoin différent et qu'il va falloir réussir à s'adapter pour que quand la personne elle soit présente au travail, malgré le fait qu'elle soit une somme de plein d'autres rôles, elle puisse se consacrer à son travail sans avoir le poids de tout le reste. Si elle n'est pas disponible à son travail, elle ne fera pas bien son travail, elle sera mal à l'aise et elle ne sera pas performante pour l'entreprise. Donc pour moi, cette personnalisation, elle va être extrêmement importante. Alors attention avec le petit biais qui est que là on parle de salariés, mais c'est beaucoup plus compliqué pour les managers de gérer une équipe avec une personnalisation à outrance que de gérer finalement des gens qui font tous les mêmes horaires, tous la même façon de travailler. Donc avec le petit bémol de dire attention au manager que lui ne subisse pas, parce qu'on l'entend à nous beaucoup chez nous, quand on parle des salariés, eh ben, ils ne se mettent pas dedans et eux ils ont l'impression que c'est à eux d'absorber toute cette difficulté de complexité d'organisation, de réunion, de gestion du client parce que la personne n'est pas là, etc. Donc attention à ça. Donc ça c'est le premier axe pour moi, l'adaptabilité, la souplesse. Le deuxième c'est l'écoute, parce qu'en fait quand on s'écoute, quand on partage, alors on est capable d'organiser les choses différemment. C'est vraiment une puissance énorme d'être capable de s'écouter. Et on parlait de pleine écoute, vraiment comprendre ce que l'autre, de quoi il a besoin et comment est-ce que moi, par rapport à ce dont j'ai besoin personnellement, j'arrive à interagir avec lui et ensemble on sera efficace. Et je rajoute sur ce point-là que moi, je parle très personnellement, j'ai la chance de participer à une direction collégiale. On est 4, j'ai un de mes associés dans la salle, on est 4, mais on est 4 à pouvoir égal, totalement. Alors je suis présidente, ils sont directeurs généraux, mais en fait on change tous les 5 ans en fonction de la stratégie. Et c'est quelque chose qui est pour moi un bonheur dans mon travail, parce que quand je craque, parce que des fois je craque, ils sont là. Quand eux ils craquent, il y a quelqu'un pour les écouter. Et puis on n'est jamais dans des guerres d'ego, on n'a jamais voté la moindre décision, tout se fait à l'unanimité. Et puis bon, si on a un qui n'est pas vraiment convaincu, il nous fait confiance aux autres. Donc le partage extrêmement important. Donc l'écoute, le partage, l'humain. Et la dernière chose, je le redis, c'est quand même la performance de l'entreprise et la productivité. Parce que si on a une entreprise qui est pas productive, elle n'est pas pérenne. Et alors, dans ce cas-là, tout s'écroule. On ne peut rien mettre en place et on ne peut surtout pas rendre les gens heureux. Merci beaucoup. C'est une entreprise idéale qui est à peu près la vôtre, donc c'est très bien. On y arrive en tout cas. Emmanuel, de ton côté, 2030, pas si loin, hein. 2030, c'est pas si loin et c'est très loin parce que on en parlait tout à l'heure, je sais plus, tous ensemble, et avec les différents changements, notamment liés à les choses comme ça qui arrivent, en fait, tout se bouscule peut-être plus vite qu'il y a quelques années, donc il y a beaucoup de changements finalement, donc c'est loin et proche. Moi, je vais garder 2 mots, l'individuel et le collectif. Ça revient à ce que tu disais, Marie, un petit peu, mais l'individuel, il est important parce que de plus en plus, on l'a dit, on a des moments de vie qui sont différents, on a des besoins qui sont différents, on n'a pas tous le même besoin au même moment, on n'a pas tous, on parlait des fois, on peut avoir de la maladie, on peut avoir de l'aidant, enfin bref, on a beaucoup de choses. Donc il va falloir une entreprise qui soit agile. On parlait de tout ça aussi, mais voilà, il va falloir être agile à tous les moments pour pouvoir
aider le collaborateur, faire cette écoute que l'on prône, nous, chez Great Place to Work, justement, l'écoute du collaborateur et la vraie écoute, pas justement, effectivement, est-ce que ça va et on s'arrête là, mais la vraie écoute. Et puis finalement, il va quand même falloir garder le collectif, parce que le collectif, c'est ce qui nous donne du sens à tous, c'est ce qui nous permet d'appartenir à quelque chose, d'être fiers de quelque chose, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça nous permet aussi un bon équilibre d'être dans un groupe et avec tout le monde. Merci. Je vois le temps qui passe énormément. Très rapidement. Alors j'enchaîne. Si on devait avoir une urgence, parce que c'est le thème quand même tout à l'heure, qu'est-ce qui serait urgent en 2030 ? Le lien social en fait. Et ça, c'est pas négociable, ça rentre pas dans voilà, c'est le lien social. Or, nous, on est vers Brocéliande, le siège de l'ASSO, donc on aime bien les baguettes magiques. Et la baguette magique, ça serait effectivement d'avoir une permission de dire que ça va pas éventuellement, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à faire un équilibre. En fait, pour moi, la performance, c'est un triptyque. On parle de performance économique et sociale. En vrai, le social, il rentre que maintenant dans le champ du travail. C'est plutôt du sociétal, parce qu'on a la RSE, etc. Le champ du social, il rentre de plus en plus, encore une fois, dans le champ de la performance. On parle de santé mentale, on parle effectivement des aidants. La question sociale est plus prise en compte non plus par l'État. Elle est prise en compte aussi, elle s'invite aussi dans le territoire de l'entreprise. Donc, pour moi, l'entreprise de 2030, c'est une entreprise qui a des dirigeants qui sont conscients et qui effectivement voient les 3 dimensions de la performance. Merci beaucoup. Dernier mot de la fin pour toi. toi. Beaucoup de choses ont été dites. Je pense que se poser la question régulièrement, individuellement et collectivement, de qu'est-ce que je veux et où je veux aller est intéressant. Et d'avoir un management plus bienveillant, centré sur les résultats, mais avec l'humain au cœur, c'est-à-dire c'est pas la quantité de travail qui a été faite, mais c'est le résultat pour avoir la performance. Merci beaucoup. On peut les applaudir ?